Donc, bonjour et bienvenue dans les Entretiens de la Régénération, un podcast qui s'intéresse aux pratiques et visions du monde qui permettent de régénérer notre planète plutôt que de la détruire. Donc, je m'appelle Marianne Barnasconi et je reçois différentes personnalités pour parler de ces sujets, que ce soit des dirigeants d'entreprise comme aujourd'hui, ou alors encore des philosophes, des géographes, des artistes, des auteurs qui vont pouvoir partager leur point de vue. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Gérard, qui a un parcours assez intéressant, en tout cas de mon point de vue, par rapport à l'expérience. Donc, tu as fondé l'entreprise Chronoflex, entreprise que tu as libérée, et on va en parler un petit peu après. Et tu as parlé d'ailleurs de cette expérience dans ton livre, Le patron qui ne voulait plus être chef. Et aujourd'hui, tu as deux activités qui sont d'un côté les dynamiques collaboratives et d'un autre un écodomaine où tu expérimentes l'économie régénérative. Donc avant de parler de la régénération, de ces principes-là, dans ton livre Le patron qui ne voulait plus être chef, tu parles beaucoup de cette libération d'entreprise et à quel point ça a été un travail personnel, mais aussi à quel point ça a été efficient, ça a été positif. Qu'en est-il aujourd'hui, peut-être par rapport à ce parcours-là, de cette premier temps de ta vie, qu'en est-il aujourd'hui sur la libération des entreprises? Je trouve que depuis 2015, on en parle moins, enfin on en parlait beaucoup en 2015, notamment avec la sortie du livre de Frédéric Laloux. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce sujet? Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, il y a effectivement eu dans les années 2000, 2014, 15, 16, il y a eu un engouement médiatique par la presse qui découvrait ces approches, ce qui a été une bonne chose parce que ça l'a démocratisé quelque part, hein. Il y a eu un film notamment de Martin Messonnier qui s'appelle Le bonheur au travail, qui a été vu par plusieurs millions de personnes, qui a vraiment touché les cœurs, je pense, ou en tout cas les consciences. Et puis après, il y a eu le soufflet est retombé. Et en fait, aujourd'hui, le sujet n'a pas été évacué, bien au contraire. Sauf que les gens qui vont sur ce sujet-là, ils vont pour des convictions profondes. Donc on s'est éloigné de l'effet médiatique et on se connecte maintenant vraiment à la, à l'essence des choses. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui comprennent que face à un monde qui devient VUCA, hein, qui est une expression que nous sommes de plus en plus utilisée pour décrire le monde actuel, volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu. Eh bien, évidemment que les schémas d'hier, les schémas d'organisation euh, véritablement pyramidal, puis, tout le schéma pyramidal, bureaucratique, hiérarchique ne fonctionne plus. Et il va falloir remettre de l'intelligence collective, remettre de l'intelligence émotionnelle au cœur de l'organisation pour pouvoir la mettre en dynamique avec une équation qui est assez simple, hein. Ça veut dire si on voulait résumer ce que c'est qu'une organisation collaborative telle que nous on le voit, c'est l'équipe de dirigeants va focaliser son énergie pour tenter de créer les conditions de plus épanouissement dans la boîte. Si les gens sont plus épanouis, alors ils vont s'engager plus. S'ils s'engagent plus, sa boîte est plus agile. Et si elle est plus agile, à ce moment-là, elle sera plus performante. Et ce qui est très difficile à voir pour nous, c'est que la performance est une conséquence et plus un objectif. Et ça rompt complètement avec le schéma classique dans les entreprises. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, donc t'es passé dans un autre format d'entreprise. Tu as dirigé une entreprise de 300, je crois, 300 personnes. Euh, Alors, oui, oui, quand j'ai cédé il y a 2 ans et demi, et quand j'ai cédé, on était 450. à 450, d'accord. Donc une entreprise qui était partie à zéro en 95, et il y avait une dizaine d'entreprises qui ont été créées petit à petit. Et donc en fait, le pôle historique du groupe, j'ai cédé le pôle historique du groupe il y a 2 ans et demi. Il a rejoint une entreprise française, centenaire, qui en prend soin désormais euh, et qui continue sa vie collaborative. Voilà. Et ça, c'est vraiment super. Oui, c'était ça la question que je me suis posée quand j'ai vu que donc l'aventure était finie en tout cas avec toi. Je me suis demandé est-ce que toute cette belle histoire, tout ce qui avait été mis en place avait pu être conservé. C'est toujours un peu la crainte quand on change, on va dire, de main en tant que Ouais, collectif. alors c'est un sujet passionnant. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet si tu regardes l'histoire, hein. Alors la réalité, c'est que souvent, quand le dirigeant s'en va, ce schéma collaboratif s'éteint, malheureusement.
Ça a été le cas chez Harley-Davidson, ça a été le cas dans plein d'organisations, chez Favi aussi, etc. Donc ça c'est malheureusement le cas qu'on voit partout. Et donc il y a des dirigeants qui ont fait attention, qui ont réfléchi à la manière dont ils pouvaient conserver ça. Et on peut en observer plusieurs. La première, c'est des gens comme Semco euh, en, en Amérique du Sud, ou des gens comme Richards aux États-Unis, qui, pour réussir à faire perdurer ce modèle, ont confié leur entreprise, l'ont donné à une, euh, une fondation avec deux obligations. Le premier, c'est de ne pas revendre cette entreprise, et la deuxième, c'est de maintenir le système managérial. Donc ça, c'est un premier choix. Il y en a un deuxième, par exemple, comme Gore, l'entreprise WL Gore, qui fait le fameux Gore-Tex, entre autres. Cette entreprise est restée dans les mains de la famille, c'est-à-dire que 70% du capital est détenu par les actionnaires familiaux, qui, eux, préservent cette philosophie managériale. D'ailleurs, c'est une entreprise dont on ne parle pas très souvent, un petit peu comme si, en tout cas, c'est ce que nous ont dit les gens qui travaillent là-bas, un petit peu comme si c'était un secret de fabrique industriel, tu vois, le collaboratif, comme ils le pratiquent depuis 1958, avec Bill Gore, leur fondateur. Eh bien, c'est un petit peu une espèce de secret industriel qu'ils ont toujours gardé très précieusement, peut-être parce qu'ils ont vraiment considéré que c'était un avantage concurrentiel. Donc en fait, c'est la famille, l'actionnariat familial et employé, hein, puisque 30% du capital est détenu par les salariés. Eh bien, c'est une manière de préserver le système. Et puis, il y en a d'autres. Ça, c'est encore une autre approche de Bob Gore, de Bob Davids, pardon, après Gore. Bob Davids, c'est un gars assez incroyable, qui a écrit un bouquin, d'ailleurs, je vous encourage à lire, qui s'appelle Leadership Without Ego, qui est sorti en français. Et Bob dit qui je suis moi pour vouloir qu'au-delà de moi, le schéma perdure. Si je cède mon entreprise, si quelqu'un la rachète, c'est quand même sa volonté. Enfin, il paye l'entreprise. Et pourquoi moi je voudrais lui imposer un schéma alors que c'est lui qui est le nouveau propriétaire de l'organisation? Alors, on pourrait le traduire en disant, mais finalement, qui je suis pour vouloir que ça perdure au-delà de moi? Et là, ça touche, ça touche l'ego, la trace que je veux laisser, etc., etc. Et donc, ce sont aussi des sujets extrêmement intéressants. Mm. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai fait un choix j'avais la possibilité d'aller plutôt vers des schémas de finances, enfin de fonds et d'organisation financière pour soit une entreprise familiale avec un entrepreneur à sa tête qui ont déjà plein de métiers dans plein de pays différents et donc qui ont considéré que effectivement la performance de cette organisation était liée à sa culture collaborative et c'est ça qui a fait mon choix en fait. Voilà. Mm. Et comme aujourd'hui, l'entreprise est toujours aux mains de l'équipe avec qui moi je pilotais cette boîte, bah, aujourd'hui ça se prolonge et c'est chouette, c'est très chouette. Voilà. Ça, c'est effectivement sans rentrer dans cette logique d'ego. Et d'ailleurs, tu en parles beaucoup dans ton livre, hein, pour pouvoir libérer, il y a aussi tout un travail sur soi en tant que dirigeant, d'accepter de lâcher le contrôle. On voit aussi beaucoup de dirigeants qui ont quand même l'envie, quand leur entreprise est vertueuse, que ça se perdure. On en discutait hier avec Sylvain Brezard, donc le PDG de Norcis. Lui, sa stratégie pour que son entreprise et le modèle de perma-entreprise reste dans la durée, c'est d'inviter la nature dans la gouvernance, puisque, comme il dit, on ne peut pas virer un actionnaire. Donc, autant que ce soit la nature qui soit elle-même actionnaire. C'est très juste. C'est très Et donc, juste. toi, tu as fait aussi une trajectoire, un pas vers la nature, puisque aujourd'hui, donc, tu as deux activités, qui est, j'imagine, qui est très logique, hein, de rester dans ces dynamiques collaboratives et d'aider les autres entreprises à rentrer dans ces schémas de collaboration. Mais aussi, tu as décidé de partir dans quelque chose de très concret, dans l'expérimentation sur un terrain. D'économie régénérative. Donc, je trouve ça très intéressant ton approche puisqu'on est dans régénérer les liens humains, les écosystèmes humains et régénérer les écosystèmes naturels. Donc, comment est-ce que tu as fait cette trajectoire? Comment tu en es arrivé à ces deux nouvelles activités? Alors, peut-être pour refaire un résumé très rapide de ce qui s'est passé pour moi. 25 ans, je sors de mon service militaire. J'ai la chance, voilà, je participe à la création d'une entreprise qui va s'appeler Chronoflex. Puis, je vais créer d'autres entreprises, un certain nombre à côté, parce que j'ai besoin d'éclectisme, j'ai besoin de diversité. Et après 15 ans de commande et de contrôle, une grande baffe, on est en 2009, l'entreprise vraiment met le pied à terre. Il faut licencier beaucoup de monde pour pouvoir survivre. Et c'est là que, tu sais ce que disent les Asiatiques quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est ce qui s'est passé avec moi.
J'ai été beaucoup touché par ce qui s'est joué à ce moment-là. Et ça a été une chance incroyable pour moi après, mais je l'ai compris après, au-delà de la blessure, en fait, de rencontrer Jean-François Zobrist, qui est le pionnier des organisations collaboratives dans l'époque contemporaine. Et donc, ça fait 15 ans de fonctionnement classique, hein. J'ai été commandant de contrôle et j'aimais plutôt ça. Et puis 15 ans de fonctionnement collaboratif. Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu le disais, les deux métiers, donc il y a un des métiers avec une équipe, là, on aide les boîtes, les grosses organisations qui veulent se transformer vers des schémas collaboratifs à le faire. Et c'est vrai que ça aille de la boîte de 20 personnes à l'organisation de plusieurs dizaines de milliers de personnes, publiques, privées, non-profit, tout ce que tu veux. Et puis, il y a 8 ans dans ma vie, il s'est passé un autre truc. Je suis tombé, allez, on va dire en 3 mois, j'ai rencontré, lu, visionné des sujets autour de l'environnement qui était un sujet que je n'avais pas du tout adressé à l'époque. Et en fait, pour faire très simple, j'arrive à un constat, c'est que le schéma sociétal occidental n'est pas pérenne à brève échéance. Voilà. Et tout le monde le sait. On connaît tous le jour du dépassement de la Terre. On sait qu'à la moitié de l'année, on a bouffé la moitié. Enfin, on a bouffé la totalité de ce que la planète peut donner. Et on peut faire une métaphore très simple. J'ai besoin de boire. J'ai une grande baignoire. La baignoire se remplit d'1 litre par jour et j'ai besoin de boire 2 litres par jour. Voilà. Ben, on sait bien que ça ne peut pas durer longtemps. Le schéma est la métaphore est très simpliste, mais c'est juste la réalité de ce qui se passe sur de multiplans. Et donc, je prends conscience de ça. Et là, c'est une grosse baffe parce que c'est un sujet qui m'avait complètement échappé. J'étais dans les logiques de, euh, d'organisation, de développement permanent, d'entreprise volumique, hein. J'étais dans cette logique de dire bah, tout ce qui est grand est mieux, donc il faut plus, il faut aller dans plus de pays, aller dans plus d'endroits. Enfin, ouais, j'étais complètement dans un schéma conventionnel, en fait, Mm. sans m'être du tout posé la question. Et là, je comprends que ça ne peut pas marcher longtemps. Et, et, enfin mieux, ça ou pire que ça, j'acquiers la conviction à ce moment-là que c'est une équation qui n'est pas viable très longtemps. Ça va s'arrêter assez vite. Et là, je prends deux décisions. La première, c'est d'essayer de carboner le groupe, de décarboner le groupe. Et pour le faire très simplement, je n'ai pas réussi. Je n'ai Mhm. pas réussi. Chez Chronoflex, on faisait à l'époque, je crois, 3 ou 4 fois le tour de la Terre chaque semaine pour faire nos dépannages. Et si ça s'arrêtait, l'entreprise s'arrêtait et il y avait 400 familles au chômage, quoi. Mhm. Donc, en fait, c'est hyper violent pour moi à ce moment-là, mais vraiment hyper violent. Et je comprends qu'il va falloir faire autre chose. Et c'est là où je vais rechercher un domaine, un lieu sur lequel je vais pouvoir tenter d'expérimenter autre chose. Ce lieu s'appelle l'écodomaine de la Fontaine à Pornic. Pour essayer de le décrire, c'est un, c'est un terrain de 12 hectares à 100 mètres de la mer sur lequel il y a euh, un hôtel, une ferme et un restaurant. Et on décide, avec une équipe, il y a une équipe formidable là-bas, on va décider d'essayer d'expérimenter les principes d'économie régénérative, d'essayer de réconcilier l'homme et la nature dans une équation qui va être plus vertueuse. Et on a fait un choix qui est d'expérimenter 5 points. Le premier, c'est le plan local, produire où on consomme. Alors ça paraît con, hein, mais il faut savoir aujourd'hui, si je me souviens bien de mes dernières lectures sur le sujet, je crois qu'une heure alimentaire en France fait plus de 700 km entre son lieu de production et son lieu de consommation en moyenne. Alors c'est peut-être une bonne équation économique, mais c'est assurément une, une équation catastrophique sur le plan carbone. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va produire, par exemple, nos légumes. Et juste pour vous donner un chiffre, le mois dernier, il y a 87%, euh, non, 76, pardon, 76% des légumes utilisés au restaurant qui viennent de notre jardin directement, en Mhm. bio, fait à 20 mètres à 30 mètres du restaurant. Eh ben, c'est pas simple à faire. Je vais vous dire que c'est pas simple à faire. Ça paraît simple, hein. On va planter des carottes dans le jardin, on va les manger au restaurant. Ben non, c'est pas aussi simple que ça du tout. C'est même un boulot absolument incroyable. On a une équipe de permaculteurs qui est hyper investie, qui est hyper douée. Pardon. Mais c'est très compliqué. Ça veut dire que cette carotte, pardon, 1 an avant, il va falloir réfléchir à faire les plans de culture.
Et puis, on va avoir tout ce qui est la création, donc avec les graines, la création des jeunes pousses pour tout un tas de plantes. Donc, on a une serre bioclimatique qu'on va utiliser en début d'année pour commencer à préparer nos plants, en utilisant le compost pour pouvoir, le compost activé pour pouvoir faire euh, de la chaleur dans cette serre, une chaleur naturelle. On va activer du compost, hein. Et puis, une fois qu'on a ça, on va préparer nos planches. Et puis, nos planches, on va parce qu'on imagine que la cuisine va avoir besoin de tant de kilos chaque telle semaine, et puis tant de kilos la semaine, etc. Et vous imaginez, il faut faire ça sur le fenouil, sur les oignons, sur les betteraves, sur les pommes de terre, sur les patates douces. Donc, il y a un nombre de production incroyable, incroyable. Et je parle que des légumes, il y a aussi les fruits, hein, à côté. Et puis, après, il va y avoir les intempéries. Après, il va y avoir les nuisibles qui vont passer. Et donc, il faut essayer de calculer tout ça. Donc, on essaie de produire 30% de plus que ce qu'on pense être notre besoin. Et puis, on va récolter ça. Et puis, parfois, ils n'ont pas du tout la forme qu'on voudrait. C'est-à-dire que vous avez des carottes tordues ou des machins. Et donc, on est loin des schémas où le restaurateur, il va récupérer un sac de carottes congelées déjà prédécoupées euh, qu'il va pouvoir mettre dans ses plats. En fait, on est très, très loin, très éloigné de ces schémas-là. Et c'est 100 fois plus difficile, parce que ça coûte 100 fois plus cher, parce que c'est beaucoup moins pratique. Et pourtant, c'est vraiment le chemin qu'on a décidé de prendre. Alors, avec en résultat des choses incroyables. C'est-à-dire que dans l'assiette, ben, vous avez des choses qui sont faites, qui ont été produites à 20, 30, 40 mètres du restaurant. Et c'est une gageure à faire. Mhm. Donc ça, c'est le premier produit qu'on consomme. Et ça, on le fait sur les légumes, sur une petite partie de fruits, les fraises, les pommes, les poires, etc. On va le faire aussi sur le vin, puisqu'on produit notre vin, avec un cycle complet. Et ça, c'est probablement notre plus belle réussite. On a un peu plus de 2 hectares de vignes. Imaginez, hein, donc élevé sur les principes bio, la vigne est élevée sur les principes bio, vendangée à la main. On va la presser sur le site. Ensuite, on va élever le vin sur le site. On va le mettre en bouteille sur le site, l'étiqueter sur le site, avec des bouteilles qui ont été utilisées au restaurant, qu'on va recycler, enfin qu'on va nettoyer, qu'on va réutiliser, et 85% de la production va être consommée uniquement dans le restaurant. Donc, tu vois, la boucle, elle est extrêmement Mhm. vertueuse. Et bien, Ouais, qu'on arrive à faire ça avec tout. On produit aussi une partie de notre énergie, hein. Donc voilà, de produire, on consomme, c'est le premier schéma. Et ça va devenir un pilier de l'organisation sociétale de demain, de mon point de vue. Le deuxième, c'est circulaire. Alors, circulaire, tout le monde sait ce que c'est. Circulaire, c'est pas de déchets où le déchet est une ressource. Et, et, et ça, là encore, ça paraît simple, mais que c'est compliqué d'aller voir ses fournisseurs, son marieur, par exemple, en lui disant, bon, bah, écoute, on voudrait arrêter que tu nous mettes ça dans des pains de polystyrène. Bon, je te propose qu'on réfléchisse à mettre en place des thermos recyclables, etc. pour qu'on ait... Et ça, en fait, l'idée est tout. Mais quand il faut se mettre à la mettre dans la matière, à changer la logistique d'une organisation, mais tout devient compliqué. Tout devient compliqué. Donc, là aussi, ça paraît tellement simple, mais à mettre en place dans nos schémas sociétaux, c'est très compliqué. Le troisième, il y a 5 ingrédients. Le troisième, c'est tenter de réinventer alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la coopération extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, euh, dans nos vies, on croise des gens sans les connaître. C'est la majorité du temps. Et là, l'idée, c'est l'ambition, en tout cas, qu'on a essayé, c'est de tenter de reconstruire une relation locale avec les gens qu'on croise mais qu'on ne connaît pas. Et donc, hmm, pour donner un exemple, on a un groupe de porniquets qui sont des gens adorables, qui décident d'interviewer les gens du coin qui ont fait des choses un peu croyables. Alors, il y en Mhm. a qui a fait le tour du monde pendant 7 ans avec sa famille, sur un bateau. Il y a un autre qui a fait les Jeux Olympiques. Il y en a un autre qui a monté un musée de la tradition ou un autre qui refait un château fort. Enfin, bref. Donc, ils vont faire venir des gens, ceux qui gèrent tout ça de manière complètement autonome, qui organisent des dîners-débats. Et ces gens vont témoigner dans la plus grande simplicité. Donc, mais ça, c'est organisé par le local, c'est pas par nous, en fait, c'est chez nous, mais c'est organisé par des gens du coin. Il y a des cafés philo, il y a plein de choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de réinventer leur relation à l'autre. Le quatrième, c'est collaboratif. Donc, on l'a dit, hein, Bon sujet. mettre de l'intelligence collective et émotionnelle dans l'organisation et faire confiance, faire confiance, appliquer les principes de subsidiarité, etc., etc., que je pourrais développer si tu veux. Et puis, il y a un dernier point qu'on pourrait dire être un point spirituel,
qui n'est pas forcément abordé du point de vue religieux, mais au moins dans notre lecture, dans une capacité d'avoir une plus grande connexion à soi et à la nature. Et c'est un site qui s'y prête merveilleusement bien. Donc voilà les 5 dimensions qu'on essaye de travailler. Et c'est une gageure, c'est une gageure. Voilà, je donnais un exemple, tu vois, on n'a pas fait de vin cette année. On n'a pas fait de vin cette année. Les conditions climatiques euh, ont été telles qu'on n'a pas, ça valait pas le coup de faire une vendange cette année. Et donc ça, eh bien, on voit que on sort du schéma où je vais à mon supermarché et, 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 euh, et toute l'année, je peux trouver une grappe de raisin. Voilà, on sort de ces schémas-là pour aller vers des schémas où on se rend compte vraiment qu'on est peu de choses quand la nature a décidé que ça allait pas se passer comme ce qu'on voulait. On est peu de choses, ça rend très humble. Voilà. Et donc, on fait ça dans un environnement avec un hôtel bas carbone qui vient de nous être livré, là, qui est un hôtel où on a vraiment fait des choix techniques absolument incroyables. Euh, pour vraiment faire quelque chose qui est très, très bas carbone. On a utilisé du chanvre, de la boîte recyclée. Enfin, on a utilisé plein de choses, des peintures aux algues, etc., etc. Et ce qui fait que c'est un bâtiment assez incroyable. Et voilà. Donc ça, vraiment un lieu d'expérimentation. Et pour aller au bout, en fait, ma conviction, c'est de se dire, on voit que c'est possible, mais très compliqué, de faire quelque chose beaucoup plus local et beaucoup plus décarboné. Mais c'est possible. C'est possible. Probablement que notre bouteille de vin elle coûte plus cher que le Château Margaux à faire, hein. mais, mais probablement, mais c'est possible. C'est possible. Et Euh, là, quel est le public justement qui vient soit pour manger, soit pour faire des événements, soit pour l'hébergement? alors, c'est un lieu c'est un lieu d'expérimentation et de partage. Et ce qui est génial, c'est que tu vas y trouver tellement de populations différentes. Donc, ça va de la famille qui vient faire l'anniversaire de la petite nièce ou de la grand-mère, des gens qui viennent se marier, des gens qui viennent juste déjeuner. Et puis après, ça va aller sur le monde de l'entreprise. Et ce qui est absolument génial, c'est que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui demandent à vivre des expériences. Mhm. Donc, on a plusieurs formats où les gens peuvent découvrir la permaculture, peuvent découvrir le maraîchage, peuvent découvrir le cycle du vin, peuvent découvrir les herbes aromatiques au travers de balades comptées. On forme à l'intelligence collective. On va faire aussi ce qu'on appelle du ship coaching. Alors, c'est quoi le C'est ship quoi ça? coaching? Tu n'as jamais entendu parler de ça? Non? Le ship coaching, c'est comment on fait pour utiliser un troupeau de moutons pour qu'ils nous enseignent eh bien, les principes de la systémie. Et donc, tu vas voir des comités de direction qui se baladent, qui courent dans les prés derrière les moutons pour essayer de les faire faire deux, trois trucs. Et en fait, c'est un outil d'apprentissage absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le troupeau de moutons, tu sais, c'est un troupeau d'êtres vivants grégaires. Et la première leçon que tu apprends, qu'ils t'apprennent quand tu commences à faire des choses avec eux, c'est la bonne distance. C'est-à-dire que si tu dois les faire passer de là à là, tu comprends très vite que si tu es trop près d'eux, tu mets trop de pression, ils éclatent et tu peux plus rien faire. Et si tu es trop loin d'eux, ils en ont absolument rien à faire. Donc la première chose que tu apprends, qu'ils t'apprennent, c'est quoi la bonne distance. Et ça peut, et là, toutes les métaphores sont possibles après. C'est quoi ma bonne distance avec mon équipe, c'est quoi, etc. Et en fait, on voit très bien, voilà, c'est une succession d'apprentissages pendant toute la journée quand on fait ce genre de choses. Et c'est vraiment un truc à vivre, c'est assez incroyable. Voilà. J'imagine que tu t'y retrouves bien parce que dans ton livre, tu dis à quel point tu aimes bien cette notion d'événementiel, de créer des expériences, comme tu dis, de faire en sorte que les gens se rappellent et vivent des moments précieux. Euh, et ce que j'entends aussi hein, dans votre expérimentation, c'est apprendre à anticiper la nécessité de faire changer tout l'écosystème. Sinon, on change, on fait bouger tout le monde et c'est pas si évident. Accepter de la perte, de lâcher le contrôle, accepter de pas être dans la performance. Et comme tu le dis, c'est vraiment une expérimentation. Donc, pour arriver à faire ce type d'expérimentation, de quoi on a besoin? Quelles sont les compétences que tu as pu transposer? Qu'est-ce que tu as dû apprendre? Qu'est-ce que tu conseillerais pour qu'on puisse aller vers ce jeu-là, en fait? Alors, la première chose qu'il faut, c'est un gros grain de folie quand même, hein, parce que tu vois, je vais reprendre l'exemple de mes petits pois ou de mes carottes. Quand tu vois la difficulté
que c'est de faire une carotte ou des petits pois dans un sens congelé, enfin, tu vois, tout prêt, etc. Bon, donc déjà, il faut un gros grain de folie. La deuxième chose, c'est l'inverse d'un grain de folie. C'est-à-dire que finalement, si on réfléchit au sujet, est-ce que ceux qui sont les plus fous ne sont pas ceux qui ne prennent pas conscience d'eux? Il faut un grain de folie pour y aller, mais en même temps, est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'est la folie? Hein. Mhm. Oui. Euh, et Ou de euh, lucidité quelque part. ouais, d'arrêter de se mentir, en Ouais. fait. Hein, Mhm. d'arrêter de se mentir, hein, puisque tout ça, ça va perpétuer. Et en fait, moi, ce que j'y vois là-dedans, c'est je vais faire une métaphore. Peut-être tu connais Guy Berdel-Marmol, qui est un Belge qui a une vie assez incroyable. Il a une anecdote qui raconte que j'aime beaucoup. Il dit, en 2004, je suis au lendemain du tsunami en Indonésie de 140 000 morts. Je discute avec un maître soufi et je lui dis, mais c'est quoi le sens de tout ça? Et, euh, et ce maître soufi va lui répondre, après un temps de réflexion, il va lui dire, euh, un nouveau monde va bientôt naître. Nous venons de perdre les os et les premières contractions vont bientôt apparaître. Je pense que cette phrase-là, elle résume tellement de choses, tellement Mhm. de choses. Et, et là où c'est important dans ce moment que nous vivons, c'est de dire où est-ce qu'on va poser notre regard. C'est-à-dire que même si je suis assez mal placé directement pour pouvoir en parler, je pense que quand une femme euh, euh, enfante, elle n'y va pas pour le plaisir d'avoir des contractions. Elle y va simplement parce que c'est la vie qui l'apporte. Ben, je pense que c'est exactement la même chose. Là, on peut porter le regard sur les contractions qui ne vont pas euh, manquer d'arriver avec c'est le monde VUCA exponentiel. Hein, on va vivre VUCA exponentiel. Hein. Quand tu vois qu'en une semaine, le gouvernement de la Syrie tombe, comment dire, on annule les élections dans un pays européen. Enfin, bon, que dans la même semaine, il se passe trois, ou la même journée, il se passe trois, quatre trucs comme ça. Bon, tout ça, c'est juste les ferments d'un truc qui va être extrêmement VUCA, extrêmement chaotique. Mhm. Et donc finalement, est-ce qu'on pose notre regard là-dessus ou est-ce qu'on pose notre regard après? C'est-à-dire sur la renaissance d'un nouveau schéma sociétal. Parce qu'il ne s'agit pas de la planète, elle s'en fout de nous, hein. La planète, elle s'affranchira de nous très bien. Il ne s'agit pas de l'humanité, en tout cas pas encore. Mais il s'agit plutôt du schéma sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un schéma sociétal occidental qui touche ses limites par plein de points. Hein. Moi, la question qui me passionne, c'est finalement, c'est sur quel paradigme est appuyé ce schéma sociétal, sur lequel est appuyé ce schéma sociétal, et par quoi on le remplace. Et je peux Mhm. prendre quelques exemples. Je ne sais pas si tu as cité Olivier Hamon volontairement tout à l'heure, mais effectivement, la première chose, c'est qu'il nous dit, c'est un garçon très intéressant, il nous dit la, notre schéma sociétal est un schéma de surperformance. Et ce schéma de surperformance, alors si on veut le traduire dans le domaine agricole, c'est simple. Hein, les abricots, c'est dans le Roussillon. Les bananes, c'est en Martinique. Le muguet, c'est dans la vallée de Loire. Les patates, c'est dans le nord de la France. Enfin, les betteraves, c'est dans le nord de la France. Mais bref, on va faire que des régions où vont s'hyper spécialiser avec les conséquences de transport, de carbone et tout ça. Et donc, évidemment, on nous dit, ben, ce schéma-là n'est pas viable parce que la, 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 la performance est conjointe avec de la fragilité. Et il prend la métaphore de la nature qui n'est pas du tout performante dans sa lecture, mais qui est robuste. Mhm. Et prenons deux exemples. Euh, les panneaux photovoltaïques que tu mets sur ta maison, suivant ce que tu vas acheter comme modèle, ils vont te sortir un rendement à 22-23%, c'est-à-dire capter 22 à 23% de la lumière des rayons du soleil pour les transformer en électricité. Et si on fait une métaphore avec la photosynthèse, ben, c'est quoi la performance d'une plante? Ben, la performance d'une plante, c'est pas très lourd, hein. C'est 2 à 3%. Donc, on voit bien que la plante, elle n'est pas du tout performante. Si elle voulait être plus performante, elle serait noire pour capter plus de soleil, elle s'orienterait, enfin, on peut imaginer plein d'autres choses.
les forêts ne seraient pas là. Il faudrait une plante avec du vide autour. Enfin, et pour autant, la nature est là et globalement, elle est assez robuste parce elle va travailler sur des schémas qu'on appelle de sous-optimalité. Hein. C'est comme nos systèmes de défense de tout notre système immunitaire, il est pas dans un schéma de fonctionnement optimal. Hein. Il va être optimum quand on va être à 40 degrés, quand on a de la fièvre, c'est là où il est optimum, mais quand on est à 37, il est sous-optimum. Donc la vie, ou le schéma de la vie, il s'inscrit plutôt dans un schéma de sous-optimalité, comme le dit Olivier Hamon. Donc première question qu'on va se poser, c'est la société de demain, est-ce qu'elle doit être performante ou est-ce qu'elle doit être robuste? Bon, j'ai une petite piste de réflexion. Deuxième piste de réflexion, les sociétés sont toujours posées sur des schémas de croyance. Euh, et on a un schéma de croissance, un code de croyance qui est assez intéressant, d'ailleurs qui fait que quand tu vas voir ton banquier pour lui demander un peu de sous pour acheter une voiture ou une maison, il te prête de l'argent parce qu'il croit quoi? Que comme demain est meilleur qu'aujourd'hui, si tu lui empruntes 100, tu vas lui rendre 120, 130, 140. Voilà. C'est ce qu'il croit. Sinon, il ne prêterait pas de sous. Donc, le schéma actuel sociétal, il est sous-tendu par le fait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Or, il suffit de regarder l'écrin qui nous accueille, la biodiversité, dans les prochaines années, ça ne va pas être mieux qu'aujourd'hui. La fertilité des sols, l'acidité des océans, enfin, on peut prendre les 9 piliers de la Terre que tu connais mieux que moi, tout ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc finalement, on a un schéma de croyance qui est inverse à la réalité de l'écran qui nous accueille. Est-ce que ça peut durer longtemps? Est-ce qu'on peut se mentir longtemps comme ça? Et ce schéma, donc voilà, donc, ça c'est un deuxième point qu'on pourrait se poser. Le troisième point, qu'on pourrait poser, c'est le schéma de société volumique, le fait de faire toujours plus pour payer nos retraites, pour payer nos dettes, pour payer, enfin, on a un schéma volumique. C'est une pyramide de Ponzi. Ça t'est interdit à titre perso. Tu n'as pas le droit de faire une pyramide de Ponzi. Mais notre société est une pyramide de Ponzi. Donc, ce que je trouve assez intéressant en ce moment, c'est de se dire, bon, sur quoi on a appuyé la société qui nous mène jusqu'à où on est aujourd'hui, et sans dire que, bah voilà, je vais faire un constat neutre, et par quoi on remplace ça dans le schéma de demain. Et donc, ce qui est absolument très excitant, et je pense que nous avons une chance incroyable, c'est que nous allons participer à l'émergence d'un nouveau schéma. Alors lequel ou lesquels? Est-ce que tu anticipes? Je viens de poser un certain nombre de pistes de réflexion. Est-ce que le travail demain sera un travail sur des schémas comme aujourd'hui? Est-ce que demain, tu seras payé pour faire quelque chose, pour un actionnaire? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée de ça. Euh, Est-ce que ça sera plutôt des schémas collectivistes demain? Est-ce que ça sera des schémas où tout le monde sera entrepreneur? J'ai aucune idée de ça, en fait. Mais ce qui est génial, c'est que c'est à inventer maintenant. Mhm. Les gens qui ont ce petit grain de folie, qui disent bah, ouvrons des chemins, faisons-le. De toute façon, le schéma actuel, il va sans doute s'arrêter. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas d'où ça va venir, mais il va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et donc, on aura intérêt d'aller expérimenter des trucs différents pour voir, et de le faire maintenant, pour voir demain comment on peut nourrir un après, ouvrir les portes d'un après. Donc ça, c'est quand même une chance, de se retrouver à une époque de la civilisation humaine où on va vivre ce grand changement. Sachant que des grands changements, il y en a eu beaucoup. Hein. Euh, Si vous reprenez les travaux de Jared Diamond, on ne parle pas de fin de l'humanité, machin. Là. Le seul sujet, c'est des changements d'organisation sociétaux. Et les Égyptiens, les Sumériens, les Aztèques, les Mayas, les Romains, les Grecs, enfin, il y en a eu des centaines. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu des centaines. La seule différence, c'est que le schéma occidental aujourd'hui, il est devenu tellement influent qu'il connecte la planète entière. Donc le jour où il va se réinventer, ça va quand même un peu secouer dans les brancards. Voilà. Mais on assiste à un truc incroyable. Quoi. On est au moment où il va y avoir un espèce de grand changement comme ça. Donc, waouh!
Et d'ailleurs, pour reprendre Olivier Hamon, il dit que finalement, ce système de performance, ça nous mène au burn-out individuel, au burn-out de la civilisation, au burn-out de l'environnement. Et la bonne chose dans un burn-out, c'est qu'à un moment donné, ça nous force à nous arrêter, à se poser des questions, enfin, si on n'est pas trop abîmé en tout cas, et à se dire, ben, comment est-ce que je revois les choses différemment. Donc j'aime beaucoup ton point de vue. C'est vrai qu'au quotidien, on peut être un peu déprimé quand on voit les nouvelles géopolitiques. Quand on voit l'état de la biodiversité, etc. Et en même temps, comme tu l'as bien dit, hein, par rapport à cet enseignement du maître soufi, on est en train effectivement d'assister à quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore quoi, et en même temps, on voit des signaux faibles ou des signaux forts, on voit plein de pistes, des gens. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est toutes ces expérimentations comme toi tu fais qui sont en train de naître dans les revenus de base, les salaires à vie, si c'est pour le fait d'être payé, si c'est la permaculture, les écolieux, le collaboratif. Ça ouvre le champ à beaucoup d'expérimentations comme tu le fais. On arrive bientôt au terme. Pour conclure cet entretien, une question que je ne t'ai pas posée, quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure? Ben là, on a caressé le sujet, il faudrait rentrer dedans. Donc, pour Ouais. rentrer dedans et le déplier, il faudrait quelques jours. Donc, c'est C'est très ça. frustrant ce que tu me proposes là, parce qu'on caresse juste les choses. C'est un teaser en fait. Mais si on Voilà. veut en savoir plus, on a compris qu'on pouvait aller à l'écodomaine La Fontaine et Oui, bien sûr, on y trouve des formations, on y trouve des bien sûr. événements. Et si on est une entreprise, on peut faire appel aussi à la partie coopérative. Donc, si on regarde groupe Innovon, on trouve toutes les Ouais, informations. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et tu vois, il y a deux petits scoops. Le premier, c'est que on est en train de lancer là le fait que tous les clients qui vont venir à l'écodomaine pourront séquestrer le carbone qu'ils ont généré pour leur aller-retour. Donc ça, c'est une première. Donc ça va être... voilà, on a déjà fait les expérimentations, on est prêt à le lancer là. Et puis la deuxième chose, c'est que on a quand même réussi à capitaliser un paquet de petites victoires on a décidé que c'était pas quelque chose qu'on allait garder pour nous, mais qu'on allait proposer à tous les autres hôteliers et restaurateurs qui ont un peu d'espace et qui pourraient vouloir faire la même chose. Eh bien, on va leur proposer de venir, de s'inspirer, et puis s'ils ont envie, eux aussi, eh bien, de pouvoir se reconnecter à une vie qui nous paraît plus juste, voilà, Hmm, harmonieuse. génial. Excellent. Et j'espère que ça va en inspirer beaucoup, parce que en tout cas, le sujet du tourisme, le sujet de l'hébergement, comme beaucoup de secteurs, hein, est à réinventer. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir en toucher beaucoup et qu'ils viendront dans votre écodomaine. Appelez les Merci. enfants, Exactement. Merci beaucoup, Alexandre. Merci avec pour plaisir. cet entretien. Et on arrête les entretiens pour cette fin d'année. Et on relancera en janvier avec cette fois-ci des dirigeantes, parce que j'ai eu beaucoup de dirigeants. Ce sera la place aux femmes pour le mois de janvier. Et Merci beaucoup. merci beaucoup.